Et aujourd'hui, on parle de l'extrême droite aux États-Unis. Avec moi, Jérôme Jamin, spécialiste des discours d'extrême droite, précisément aux États-Unis et en Europe, et professeur à l'Université de Liège. Charles Voisin, conférencier, spécialiste de la politique américaine. Et nous a rejoint Pascal Delouit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ce qu'on a abordé avant l'information, à savoir ces mouvements qui se sont révélés en quelque sorte, non seulement anti-gouvernement, anti-fédéral, mais aussi de plus en plus en basculant vers le racisme. Cette force-là, Charles Voisin, c'est vraiment l'élection de Donald Trump qui a permis ça ? Oui, ils le disent eux-mêmes en fait. Il y a eu un boom chez le Ku Klux Klan pour avant on leur fermait la porte au nez. Aujourd'hui on les reçoit, on prend leur tract, leur fascicule. Et pour la alt-right, Richard Spencer a dit lui-même que son mouvement a explosé grâce à Donald Trump et ils l'ont soutenu pour ça aussi. Jérôme Jamin, vous parliez de cette consolidation de plusieurs branches du discours américain de droite. Il y a aussi une professionnalisation de la communication. Les messages sont efficaces, ils sont relayés, et finalement, ça légitime un peu ces discours racistes. Ça, je ne pense pas que ce soit un phénomène récent. Ça date de quand, d'après vous ? Je pense à Fox News en disant ça, évidemment. Oui. Ah pardon, je pensais que vous parliez plutôt de la blogosphère et d'Internet, parce que ça, je pense que ça depuis le début des années 2000, Ouais. ils étaient en première ligne, les néo-nazis, tous ces mouvements. Ils ont vite, en fait, c'est très simple. Avant, ces gens-là ne pouvaient pas se rencontrer. C'était très compliqué d'échanger et de se rencontrer. Avec Internet, a fortiori avec l'anonymat, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, Fox News, là, pour moi, c'est un autre phénomène que la blogosphère, les réseaux sociaux et tout. Fox News, c'est plutôt, je mettrais plutôt Fox News à l'origine du problème de notre rapport à la vérité. Vous savez que Donald Trump a fait campagne sur le fait qu'il y a plusieurs vérités, qu'il y a la vérité construite par la gauche, par CNN, et puis il y a sa vérité à lui. Et lui-même reconnaît qu'il a un rapport assez flexible à la réalité, en fonction des circonstances. Et je pense que Fox News est à l'origine de ce phénomène assez répandu aujourd'hui, puisque Fox News est né sur l'idée selon laquelle il y avait un biais. CNN, New York Times, Washington Post, tous ces médias finalement étaient plutôt de gauche, plutôt pro-démocrate, et donc il fallait rétablir la vérité, mais ils l'ont fait de façon caricaturale. Et donc Fox News a produit dans l'imaginaire collectif américain une vision du monde assez différente de ce qu'on a dans d'autres médias, ce qui fait qu'il n'y a plus d'espace commun. En Belgique, on résiste. En France, ça commence à s'effriter. Mais un espace commun, c'est quoi ? C'est aujourd'hui RTL, RTBF, Le Soir, La Livre, Le Vif. On a un ensemble de médias qui fait qu'on est plus ou moins dans le même monde. Là-bas, je vous assure que si vous regardez Fox News une semaine, vous n'êtes plus du tout dans le même univers que sur NBC. On le voyait déjà ce week-end, notamment avec, comme vous le disiez, un peu comme en Italie de Berlusconi. Il y avait effectivement des phrases où il disait on ne légitime pas le racisme, mais il faut bien comprendre qu'effectivement il y a des débordements, etc. Voilà. Pour revenir sur cet événement de la victoire de Trump, pour tous ces groupuscules-là, c'est une victoire plus culturelle qu'une avancée réellement politique, Charles Voisin ? Oui, comme l'a dit Jérôme Jamin, politiquement, ils n'iront nulle part. Sans Trump, il n'existe pas. Alors culturellement, oui, c'est une guerre culturelle, politique contre les démocrates. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la conversation, le débat public a totalement changé. Et c'est une guerre de l'information, parce que en fait donc Fox News est la chaîne la plus regardée, et c'est pas du tout le même monde quand on regarde MSNBC, et le modèle de CNN qui est attaqué par Donald Trump s'effrite aussi, quoique avec Donald Trump ça reprend. Le breaking news arrive tout le temps via ses tweets principalement, mais le modèle aujourd'hui c'est vraiment l'information partisane, et CNN a un modèle de normal ou effectivement.
Oui, non, allez-y. Je voulais revenir avec vous, Pascal Delouit, sur ces fameux groupes américains, et je voulais qu'on se situe pour voir finalement qui inspire qui, parce que quand on voyait les reportages de ces personnes qui défilaient, il y en a qui s'estimaient membres d'un groupe Identity Europa, ça s'appelait, modelé sur les identitaires européens finalement. Donc dans quel sens est-ce qu'on doit prendre le problème ? Ouais, je dirais que si on regarde la perspective dans une longévité un peu plus longue que simplement les années 2000, il faut bien voir qu'on a un tournant depuis la fin des années 70 et le début des années 80, et ce tournant a été opéré à la fois aux États-Unis et en Europe, et singulièrement en Grande-Bretagne. C'est un tournant économique, un tournant politique, et surtout un tournant de la pensée. Le débat d'idées a fortement changé à partir du début des années 80, et là, il a emprunté à la droite radicale dans la sphère européenne, mais aussi partiellement dans la sphère américaine. Donc, je dirais, il y a des emprunts aux deux. Après, la référence, et notamment pour les plus radicaux d'entre eux, c'est quand même le régime fasciste italien ou le régime nazi allemand, c'est-à-dire quand même des régimes européens. Jérôme Jamin, vous en parliez tout à l'heure, finalement le champ lexical, il est identique, on parle de reconquête, on est contre l'islam, contre le socialisme et contre le libéralisme politique, c'est un peu ce qui fait les deux droites populistes identitaires, à la fois aux États-Unis et chez nous, en Europe ? Non, le rapport au libéralisme, c'est encore autre chose. Disons que ce qu'il y a de commun entre le Front National version Marine Le Pen, le Parti autrichien de la liberté et le Parti de la liberté de Geert Wilders d'une part, et l'alt-right aux États-Unis, c'est l'idée qu'une population blanche, soit athée, soit chrétienne, est menacée culturellement, religieusement, notamment à cause de l'islam, et aussi à cause de la mondialisation. En Europe, c'est l'Union européenne qui est le cheval de Troie de la mondialisation, et aux États-Unis, ce sont les grands accords signés sous Clinton et sous Bush, commerciaux avec le Mexique, le Canada ou ailleurs. Et donc, on est écrasé par un flux de marchandises qui viennent de l'étranger, du Japon, etc. Donc économiquement, on est menacé. Religieusement, on est menacé par l'islam. Et culturellement, on est menacé par l'idéologie dite du politiquement correct, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler des homosexuels, des femmes ou des étrangers négativement. Si on en parle négativement, on est tout de suite accusé d'être sexiste, homophobe ou raciste, et à cause de cette idéologie du politiquement correct. Et donc, ils vivent des deux côtés de l'Atlantique cette impression d'un individu souvent blanc, croyant ou athée, qui ne trouve plus de travail, qui est écrasé par la religion et qui peut même pas se plaindre, sinon on le traite de raciste. Et ça, c'est vraiment commun. Après, en Europe, la manifestation de l'extrême droite est clairement visible à travers les partis politiques, on y reviendra. Alors qu'aux États-Unis, elle se manifeste à l'intérieur d'un des deux partis essentiellement, ou sur la blogosphère. On note une pause, restez bien avec nous, on reprend le débat dans un instant. Vous écoutez La Première. Débat Première. Martin Bildereis. Vous écoutez les débats de l'été sur La Première avec cette question qu'on se met sous la dent. Droite alternative américaine et extrême droite européenne, même combat. Je voudrais avec vous, Pascal Delouit, je vais d'abord rappeler qui est avec nous. Justement, Pascal Delouit, politologue à l'Université libre de Bruxelles, Charles Voisin, conférencier spécialiste de la politique américaine. Depuis les studios RTBF à Liège, Jérôme Jamin, spécialiste des discours d'extrême droite aux États-Unis et en Europe et professeur à l'Université de Liège. Et par téléphone, j'accueille Drieux Godfriedy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un auteur libéral belge, doctorant à la Sorbonne et juriste. Je voudrais, comme je le disais, qu'on revienne d'abord sur les contacts transatlantiques entre les courants de droite fascistes. Avec vous, Pascal Delouit, finalement, ça date du fond des âges. Dans les années 30, fascisme et autoritarisme européen avaient des sérieux compagnons de route aux États-Unis. Absolument. Aux États-Unis, et d'ailleurs dans d'autres pays, en Amérique latine également. Mais le fascisme a attiré beaucoup d'intérêt et beaucoup, je dirais, de suivi, non seulement bien sûr en Europe, mais aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment vieux. Après, il faut bien voir que postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme a peu influencé les partis politiques de droite extrême qui revoient le jour à la fin des années 70 et au début des années 80. À l'exception partielle du cas italien, du mouvement social italien, qui lui s'inscrivait clairement dans une perspective post-fasciste italienne. En revanche, aux États-Unis, vous avez depuis toujours, c'est pas un phénomène nouveau,
je dirais, des enclaves fascistes ou des enclaves néo-nazis, d'ailleurs perceptibles dans l'espace public, si vous vous promenez dans le countryside américain, mais qui n'avaient relativement que peu d'influence. Et la nouveauté, il y a deux grandes nouveautés. C'est bien sûr le retour à l'avant-plan des droites radicales en Europe, partiellement aux États-Unis, et l'impact culturel et politique plus spécifiquement de ces courants, qui sont en général des courants relativement minoritaires, pas partisans, mais relativement minoritaires, mais qui impactent beaucoup, non seulement les droites radicales, mais aussi, il faut bien le souligner, beaucoup de partis de droite dits classiques. Vous pouvez prendre plein d'exemples en Europe, la Pologne aujourd'hui, la Hongrie, en Belgique la NVA, que sais-je encore, l'Italie, si vous suivez le débat politique en Italie, c'est très saisissant pour l'instant, l'Europe centrale de manière générale. Drieu Godfriedi, je lisais un article dans Le Soir l'autre jour signé Jean-Paul Martos qui disait de nouveaux oncles d'Amérique s'affairent pour aider de prétendus souverainistes à démanteler l'Union européenne et briser les valeurs et les principes qui inspirèrent le traité de Rome. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Non, écoutez, ça me paraît un raccourci intéressant. Il est clair qu'il y a un certain nombre d'idéologues ou d'intellectuels américains qui pensent que l'Union européenne est un monstre bureaucratique qui doit être démantelé. Mais je pense que le moteur de cette contestation de l'Union européenne est d'abord et avant tout européen et britannique. Il peut y avoir une forme d'alliance ou de rencontre idéologique entre certains critiques de l'Union européenne et certains tenants des républicains américains, mais je ne crois pas que l'ébranlement, je dirais, actuel de l'Union européenne, qu'on puisse en taxer la droite américaine. Je crois que c'est d'abord un phénomène intra-européen. Jérôme Jamin, je voudrais qu'on revienne sur une notion que la droite alternative utilise beaucoup aux États-Unis. En gros, ces extrémistes disent « Nous sommes le fascisme du 21e siècle ». En quoi est-il différent de celui du 20e siècle ? Là, vous me prenez de court. J'ignorais qu'il se disait fasciste du 21e siècle. Oui, j'ai lu ça tout à l'heure. Oui. Je ne saurais pas vous répondre, je ne le savais pas. Charles Voisin, peut-être là-dessus ? Oui, en fait la droite alternative, comme on l'a dit, elle est toute récente. Ce sont des internautes qui se radicalisent un peu par goutte la provoque et qui découvrent finalement juste ces 10 dernières années toutes ces idées là nauséabondes et ils n'ont, le Ku Klux Klan historique, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Oui. Drieu Godfriedi, les identitaires américains, je lisais ça aussi tout à l'heure, se voient comme des Européens américains menacés par les changements démographiques et le métissage. Est-ce qu'on est au même niveau sur les deux continents ? Écoutez, il faudrait définir de manière précise ce qu'on entend par identitaire américain et également ce qu'on désigne par l'extrême droite. Historiquement, ce qu'on appelle extrême droite en Europe est effectivement très socialiste, fasciste, alors que l'extrême droite américaine, y compris l'extrême droite américaine, reste souvent attachée à des notions comme le marché libre, le free market, etc. Donc ce sont deux galaxies entre lesquelles on peut trouver des points communs, et parfois de nombreux points communs, mais il n'en reste pas moins que ce sont deux galaxies qui sont différentes. Et d'ailleurs, même si on regarde la situation actuelle en Europe, il est clair que le programme économique défendu par Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle en France était essentiellement de facture socialiste. Il a été dénoncé comme tel, y compris au sein de son propre parti par des gens qui ne s'y reconnaissaient pas, ou bien par l'extrême droite allemande qui considère. Donc voilà, je crois qu'il faut, qu'il faut éviter cet amalgame systématique entre ce qu'on appelle l'extrême droite américaine et l'extrême droite européenne. Si on prend le cas américain, je ne connais pas de vrai équivalent au phénomène du Ku Klux Klan. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que historiquement, le Ku Klux Klan est né parmi les démocrates. Donc c'est un mouvement qui est né dans le sud américain et dans ce que nous appelons la gauche américaine. Donc je crois qu'il faut quand même garder un certain sens de la nuance. Alors qu'il y a un certain nombre de gens dans l'extrême droite américaine qui exaltent leur héritage, comme on dit en anglais, européen, ou leurs racines européennes, oui, c'est tout à fait certain. Mais je crois que ça ne suffit pas à faire un amalgame avec l'extrême droite américaine et européenne, et encore moins, naturellement, d'essayer de faire, comme je viens de l'entendre, un amalgame avec des partis comme la NVA, qui n'ont évidemment strictement rien à voir avec ces identitaires américains. Pascal Delouit là-dessus.
Oui, je pense que M. Gottfriedi a un problème avec la gauche et la droite. Donc le Ku Klux Klan est né effectivement dans les milieux du Parti démocrate du 19e siècle. Or, il le sait sans doute, le Parti démocrate du 19e siècle, c'est le parti du countryside, ce qui est actuellement le Parti républicain. Dans la guerre civile, les démocrates sont contre l'Union, mais il y a un réalignement politique, un réalignement électoral qui est intervenu aux États-Unis, en particulier au début des années 60. Donc, dire que le Ku Klux Klan est né dans la gauche, c'est un contresens historique. Donc, de manière générale, les programmes d'extrême droite sont des programmes à droite économiquement. Le programme de Marine Le Pen n'était d'ailleurs pas un programme socialiste, comme l'a dit M. Gottfriedi, avec des tonalités sociales et ce qu'on appelle dans l'étude de l'extrême droite le chauvinisme de bien-être, welfare chauvinisme, c'est-à-dire des formes de libéralisme, des formes de protection sociale, mais uniquement liées aux nationaux entendus dans un sens formel, c'est-à-dire les personnes qui ont la nationalité, et dans un sens symbolique, c'est-à-dire les vrais nationaux. Et ce faisant, justement, contrairement à ce qu'il dit, il y a un lien très clair avec ce qu'on observe dans l'attitude et les politiques publiques que mènent certains partis de droite classiques. C'est le cas avec la NVA, on le voit, suivez le compte Twitter d'Ethio Franken, c'est quand même assez clair, mais c'est le cas dans les politiques publiques qui sont menées. Regardez aujourd'hui l'attitude du gouvernement de Finlande, l'attitude du gouvernement du Danemark, ce sont des gouvernements de droite, parfois en alliance avec l'extrême droite, et où l'interpénétration est tellement forte qu'à certains moments, on ne sait plus très bien si on a affaire à un gouvernement de droite ou d'extrême droite. Merci. On continue le débat et on rentrera plus en détail dans cette problématique. Mais avant, de la musique blanche avec ce titre, City Lights. Vous êtes toujours sur La Première, vous écoutez les débats de l'été. On est ensemble encore pour quelques minutes. On parle de la droite alternative aux États-Unis et de l'extrême droite européenne. Je vous propose d'écouter cette archive. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Les Américains se sont donné le président qu'ils ont choisi et non celui qu'un système installé voulait leur faire valider, comme si les élections n'étaient qu'une formalité, voire une corvée, pour satisfaire les apparences ou les convenances. En cela, la décision du peuple américain doit s'interpréter comme la victoire de la liberté. Marine Le Pen sur la victoire de Donald Trump, c'était au mois de novembre dernier. Jérôme Jamin, quand Steve Bannon, conseiller spécial de Donald Trump, on en a parlé, dit que le bagage raciste et antisémite de ces mouvements de la droite alternative va s'atténuer avec le temps. Est-ce que c'est déjà ce qui se passe avec Marine Le Pen aujourd'hui, par exemple, en Europe ? Alors, chez Marine Le Pen, comme pour la alt-right aux États-Unis, ils ont un rapport à Israël et aux Juifs un peu particulier. Il y en a certains qui considèrent aujourd'hui que finalement Israël, c'est un État qui est le seul à en découdre avec les Arabes, avec les musulmans, et on doit s'inspirer d'Israël. Donc, chez certains, la figure du juif qu'ils associent à la figure de l'israélien est une figure qui devient avec le temps de plus en plus positive, puisqu'en fait l'israélien est le seul qui ose vraiment défendre son identité contre l'invasion musulmane, l'invasion arabe, etc. Donc ça, c'est une première option, et Geert Wilders, Marine Le Pen et d'autres évoquent cela, notamment dans des discours de Marine Le Pen en France, qui dit que la principale menace pour les Juifs aujourd'hui en France, c'est pas l'extrême droite, c'est l'islam, c'est les Arabes, et on a un certain nombre de discours comme ça qui laissent entendre qu'il y aurait une sorte de glissement idéologique. Ça n'empêche pas tous ces gens d'avoir dans les mêmes partis d'autres qui sont encore animés par un antisémitisme pas très loin de l'antisémitisme historique. Et Donald Trump, je crois que c'est un très bon exemple. Il a à la fois autour de lui, dans ses proches, dans ses équipes, des gens de confession juive ou des gens qui jouent des rôles importants dans les relations entre les États-Unis et Israël. Et il a en même temps des gens qui dirigent des sites internet et des médias où on sent en permanence que le juif pose problème. Et les manifestations de Charlottesville sont assez révélatrices. À la fois Trump
refuse de condamner et en même temps, une partie de ces gens disent juifs, vous ne nous remplacerez pas. Il n'y a pas plus explicite. Et je crois que lui, ça ne le dérange pas d'avoir autour de lui des gens à la fois antisémites, d'autres qui le sont moins, ou voire d'autres qui sont plutôt en faveur de l'État d'Israël, et qui n'ont pas de problème avec la communauté juive. Je voudrais qu'on revienne sur les cas Orban, Wilders et Le Pen. Drieu Godfredi, on parlait d'une victoire, de la victoire de Donald Trump comme d'une victoire culturelle. En Europe, Le Pen a été défaite, Wilders aussi d'une certaine manière. Il y a vraiment que Nigel Farage avec le UKIP et sa victoire au Brexit qui a réussi. Tout le reste, ils sont quasi tous défaits. Quelles leçons est-ce qu'ils peuvent en tirer pour la suite, cette fameuse droite alternative ? Mais je crois que ce que vous dites est très vrai et doublement, c'est-à-dire que la victoire Trump est aussi une victoire culturelle. C'est pas simplement une victoire politique, c'est l'incarnation d'une sorte de contre-culture par rapport à une certaine culture dominante. Et d'autre part, le fait qu'en Europe, alors que beaucoup d'Américains s'enthousiasmaient en se figurant qu'il allait avoir des suites, il y a eu un certain nombre de partis qui se sont peu ou prou reconnus dans le nouveau président américain et qui ont quant à eux échoué. Mais je voudrais répéter une chose, c'est qu'il y a de grandes différences de fond, et il faut éviter l'amalgame qui, comme le disait Raymond Aron, est la pire des malhonnêtetés intellectuelles. Il y a de grandes différences de fond entre toute la généalogie, je dirais, d'un parti et d'une personnalité telle que Marine Le Pen et la droite américaine. Ce sont deux réalités. On peut trouver des points communs, mais qui sont au moins autant distincts qu'on ne peut leur trouver de points communs. Et la principale différence étant évidemment le succès de Trump aux États-Unis et l'échec finalement cuisant dans la réalité des chiffres de Marine Le Pen en France. Maintenant, les évolutions culturelles, comme le disait le communiste Gramsci, sont toujours plus lentes évidemment que les évolutions politiques. Donc je ne crois pas que la révolution culturelle initiée par les États-Unis soit terminée. Je ne sais pas comment elle finira, je ne sais pas quelles seront les répercussions ultimement en Europe, mais il faut se rendre compte que la puissance américaine fait que l'influence culturelle sera grande. Merci Drieu Godfredi, juriste doctorant à la Sorbonne. Merci à Charles Voisin, spécialiste de la politique américaine, Jérôme Jamin, docteur en sciences politiques à l'ULG, et Pascal Deluit, politologue